dans toute ma vie, dans tous les professionnels que j'ai pu rencontrer, j'en ai pas eu un qui s'est arrêté, en fait, au bagage de qu'est-ce que j'ai subi. C'est ça. Parce que j'ai le souvenir, par exemple, du gynéco en PMA qui me regarde et qui me dit « Mais comment voulez-vous que ça marche ? Vous êtes encore en obésité. » À savoir que on m'avait demandé de perdre 10 kilos pour rentrer en PMA et j'en avais perdu 17. En restriction pure, sport 2 fois par jour, tenue de sudation, enfin, c'était... La totale. La totale. Alors que là, je mange à ma faim. Je n'ai pas faim et c'est ce qui ressort et on perd du poids. J'ai perdu 30 kilos en 9 mois. Que je n'aurais pas repris. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle rencontre tout droit venue de Marrakech. Elle s'appelle Rihab Touré. Elle est installée sur les canapés. Rihab, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Je suis ravi. Je suis ravi qu'on puisse parler de cette thématique et avec cette accroche qui évidemment va parler à beaucoup de gens. Je pense. Je pense aussi, quand on dit « j'en ai marre de manger mes émotions ». Alors, il y a évidemment deux notions dans ce que vous dites là. Il y a le fait de manger. Tout à fait. Et souvent, une alimentation qui est dictée par nos émotions. Tout à fait. C'est votre combat ? Oui, absolument. Parce que vous en avez été victime ? J'ai été hyperphage toute ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, je frôlais la boulimie, je mangeais sans savoir m'arrêter, que ce soit pour un impact positif ou négatif dans ma vie, dans le sens où je pouvais être hyper heureuse et ne pas savoir m'arrêter, ou je pouvais être hyper triste et ne pas savoir m'arrêter de manger. C'est incroyable ça. Oui. Et évidemment, tout ça est une question d'émotion. Tout à fait. Que vous n'aviez pas eu l'occasion d'identifier ? Pas du tout. Pas du tout. Il a fallu que j'apprenne par mon propre métier de coach en nutrition pour comprendre en fait qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire. Je trouve que c'est encore tabou. On n'en parle pas suffisamment et on fait pas assez de prévention. Alors, tout n'est pas qu'une question d'assiette. On fait pas suffisamment de prévention. Et pourtant, j'ai quand même le sentiment qu'on a rarement autant parlé, de bouffe. Oui. On en parle à tous les niveaux. Bien sûr. On en parle, il y a des périodes dans l'année, quand on commence à arriver au printemps, tout le monde nous submerge d'informations et de marketing en tout genre sur ces thématiques d'alimentation, de perte de poids, et n'oubliez pas le .fr, etc., etc. Exactement. C'est vrai. On en parle énormément. On en parle parce que ça reste un business, faut pas se mentir. Et le problème, c'est qu'on a toujours cette notion, par exemple, du summer body, où effectivement, février-mars, il faut se préparer pour les vacances, on va perdre. Le problème, c'est que on doit être en bonne santé et perdre du poids en fait toute l'année. On n'a pas besoin d'avoir des moments précis dans l'année. Et ce qui fait la différence justement entre un changement alimentaire et un régime, tout simplement. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Quelle différence il y a entre un changement alimentaire et un régime ? Le changement alimentaire est vraiment sur la durée. On trouve quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui va qu'on va pouvoir vraiment pérenniser quelque part. C'est un changement en profondeur et qui implique forcément non seulement le changement d'assiette, mais le changement là-dedans aussi, aller travailler le cœur aussi pour aller justement ses émotions, pour comprendre qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous correspond pas. Alors qu'un régime, en fait, c'est vraiment, on perd du poids sur 3 mois, 12, 13 kilos, super. On rentre dans le maillot de bain et après on en reprend 20 directement derrière parce que ça y est, on a tout relâché. On était frustrés, souvent on est affamé. Et du coup, et surtout, on va pas nourrir nos hormones, nos cellules. On est juste en restriction calorique, en fait, tout simplement. Alors vous parlez de quoi ? De rééquilibrage alimentaire ? De changement alimentaire. De changement alimentaire. Moi, dans mon cadre, c'est vraiment un changement alimentaire. Je suis quelqu'un qui sensibilise énormément à la consommation de sucre.
On est dans un monde où, en France, hein, tout simplement, hein, les recommandations de l'OMS sont de 25 grammes par jour. Nous sommes à une consommation moyenne de 250 grammes par jour. Et ça, est-ce qu'on a les chiffres depuis quand? C'est ça. Est-ce qu'il y a on est en augmentation? Il y a une hausse chaque année? constante. Je pense que depuis les 30 dernières années, c'est quand même flagrant. Là, on passe l'obésité chez les enfants, le diabète de type 2 chez les enfants et les jeunes adultes. Ça devient catastrophique et c'est alarmant. Et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment et il faut faire du bruit là-dessus. C'est important. Et vous êtes là pour ça? Absolument. Bon. Je suis le porte-parole du sans sucre. Le porte-parole. Donc ça veut dire que vous avez banni de votre langage le mot régime? Tout à fait. Je l'interdis et j'interdis également le mot craquage aux personnes que j'accompagne. Souvent on dit, bah voilà, j'étais au régime et j'ai craqué. Ouais. Pour moi, craquer n'est pas une option. Non, on peut pas craquer. On peut choisir. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, pardon de vous couper, Riyad, mais on a entendu tout et son contraire. Je sais. Vous avez des professeurs en médecine qui viennent, des nutritionnistes qui viennent vous dire, ici même, qui viennent vous dire, mais vous avez le droit de craquer. Et c'est pas un problème. Alors, je pense que le mot craquage a vraiment cette connotation négative. C'est vraiment quand on craque, il y a une cassure. Il y a quelque chose qui fait qu'on perd le contrôle. Il y a une faiblesse. Exactement. Et si on retournait la situation? Et si tout simplement on s'accordait quelque chose? Si on était dans la bienveillance et dans la positivité au lieu d'être toujours sur quelque chose de négatif. Moi, c'est ça que j'essaie d'inculquer. Mais ça n'est que du vocabulaire. L'action est la même. L'action est la même? Non, je ne pense pas. Non, vous pensez pas? Non. Parce que quand on est conscient du problème, quand on a mis le doigt... La problématique principale, c'est qu'on a tendance à penser que, par exemple, pour la perte de poids, il faut tout simplement changer d'assiette. Mais comme je dis, moi, en tout cas, de comment je travaille, on est vraiment sur une approche qui est totalement holistique. C'est à chacun, faut s'adapter à chaque personne avec son bagage. Donc aujourd'hui, si la personne est consciente qu'elle fait des troubles du comportement alimentaire, parce que j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui, lors du premier rendez-vous, quand je leur dis, bah ouais, tu es boulimique, tu es hyperphagique, tu es anorexique mental, elles sont là et en fait, c'est un mal-être qu'elles ont toujours subi, mais elles n'avaient même pas un mot à poser dessus. Donc, à partir du moment où on sait de quoi il s'agit, c'est plus facile de savoir reconnaître les signaux. Je sais que je suis fatiguée. Et en règle générale, quand je suis fatiguée, peut-être que je peux craquer, entre guillemets. Je sais que, je sais pas, quand j'ai un enfant malade, quand il y a quelque chose qui me touche profondément, ça peut m'arriver. Ok, quand je sens que j'ai ces signaux d'alarme et que maintenant je sais les détecter, non, je ne craque pas. Je m'accorde un off. Je me dis, ok, aujourd'hui, j'ai envie d'aller manger autre chose qui n'a rien à voir avec mon alimentation, mais j'en ai besoin. C'est comme si j'avais besoin de partir en week-end. C'est ok. Mais à partir du moment où on casse un schéma négatif, ça ne peut que bien se passer par la suite. Bon, ça veut donc dire que vous transformez toutes les connotations, expressions, réactions négatives en positives. Tout à fait. Déjà, commençons par là. Oui, absolument. Moi, je fais partie des personnes qui ont eu un vécu très lourd. Ouais. Et de chaque expérience négative, j'en tire du positif. Il faut que je termine sur du positif parce que c'est ce qui permet d'avancer. Vous avez toujours été comme ça? Toujours. Ouais. Toujours. Alors, vous dites effectivement, et dans votre fiche de prod, le poids, le surpoids, vous parlez même d'obésité. Oui, j'étais en obésité. Vous étiez en obésité? Oui, toute ma vie. Donc, quand j'ai changé d'alimentation il y a 4 ans, j'avais dépassé les 105 kilos. À 19 ans, déjà, j'étais plus de 115 kilos et j'ai arrêté de me peser, clairement. Je vous ai battu, hein. Combien? 125. Ah oui. Je suis une femme aussi. Vous êtes un homme. Mais c'est bien, vous avez perdu. Ouais. J'ai perdu, mais moi, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus radical. Une chirurgie bariatrique? J'ai fait une chirurgie. Oui. Voilà. Ce qui m'a permis de perdre 57 kilos en 6 mois. Que vous avez maintenu? Que je maintiens. Super. Voilà, que je maintiens, pas sans conséquence. Hein. On est d'accord. On est bien d'accord? On est d'accord. C'est-à-dire que l'après est quand même, le post-opératoire est lourd. Est lourd. Mais bon. Et le côté psychologique aussi n'est pas pris en compte. Le côté psychologique, parce que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous disiez effectivement qu'avant de conseiller quelqu'un, vous devez connaître son histoire. Bien sûr. Parce que c'est ce qui va gérer effectivement ses émotions. Or, quand on fait une chirurgie, c'est radical. En revanche, il n'y a pas eu ce temps de réflexion, ou en tout cas cette approche qui permet de voir quelle est la problématique. Mais quand on va, moi je le dis souvent, hein, j'étais la bonne cliente, hein, parce que j'ai vu tous les diététiciens, nutritionnistes du monde. Vous avez tout essayé, tous les régimes du monde. J'ai tout essayé et effectivement je pouvais perdre, mais je reprenais le double. Voilà, c'était le yo-yo toute ma vie.
Et en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'on s'intéresse pas à l'histoire de la personne. Et ça, c'est vraiment dommageable parce que chaque personne est différente. Entre guillemets, un plan alimentaire. Moi, aujourd'hui, les personnes que j'accompagne ne pèsent pas leurs aliments. Je leur donne pas un plan à suivre. Mais il n'y a pas de menu type? Pas, un menu, c'est pour avoir des idées. Ouais. Mais je vais pas leur dire, mange ça le matin, ça le midi, ça le soir. Ouais. Je leur réapprends justement à s'écouter. Le problème, c'est vraiment ça. Il y a eu une déconnexion totale de l'écoute de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi. Et on se retrouve dans une situation où, ça peut arriver un soir, par exemple, on n'a pas faim. On n'a pas faim, j'ai pas envie de manger. Mais, pression sociale, je suis avec des amis ou je suis en famille, il faut que je mange. Bien sûr. C'est l'heure du dîner, on passe à table. C'est l'heure de manger. Ça, par exemple, là aussi, c'est pareil. Pour moi, il n'y a pas d'heure de manger. L'heure de manger, c'est quand mon corps me réclame à manger. Vous savez qu'on nous a inculqué ça? Oui, je sais. Depuis toujours. Je sais. Avec notamment, et je le dis régulièrement, je dis, vous savez, le truc du petit déjeuner, par exemple. Le repas le plus important de la journée. Par exemple, où on vous dit, on disait, moi j'ai grandi, vous avez dû grandir, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais vous avez dû grandir aussi avec le ne pars pas le ventre vide à l'école. Tout à fait. Tout à fait. Et après, on s'étonne quand on appelle les parents pour leur dire que l'enfant est turbulent, l'enfant manque d'attention, l'enfant pique du nez. Oui, parce qu'en fait, quand on voit les recommandations pour les enfants, céréales, lait et jus d'orange dès le matin, le pic de glycémie est violent. Donc après, c'est vraiment une éducation. Donc la première chose dans votre approche, c'est d'abord de connaître l'histoire de la personne. Parce que dans votre histoire, vous parlez effectivement de ce surpoids, vous parlez également de ce qui a causé ce surpoids, pardon. C'est pas que du mental ou du psycho, il y avait aussi du médical. Tout à fait. Donc je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, qui est une pathologie qui frappe, entre guillemets, une femme sur 6 en France, qui est l'une des premières causes d'infertilité en France. Okay. Et de surpoids? Et de surpoids, parce que du coup, on est prédisposé, on a un problème de gestion du sucre et de métabolisation du sucre, donc on est déjà directement prédisposé au surpoids, à l'obésité, hypertension, tout ce qui est syndrome métabolique et bien sûr du diabète. Donc moi, j'étais en prédiabète, infertilité. J'ai fait 3 fausses couches, j'ai eu mes 2 premiers garçons en PMA, et ma petite qui est arrivée, bébé surprise. Ouais. Mais du coup, ouais, effectivement, on parle pas souvent de ces pathologies féminines et on surtout parle pas de l'impact. Surtout que vous, c'est dès l'âge de 12 ans. Oui, moi j'ai été diagnostiquée à 12 ans. Et à 12 ans, j'ai un médecin qui m'a regardé dans les yeux en me disant que j'aurais jamais d'enfant. Parce qu'à l'époque, bien sûr. On savait pas, hein, la PMA c'est récent et la prise en charge telle qu'elle est aujourd'hui, ça fait 10 ans, hein, faut pas se mentir. Donc moi j'ai grandi déjà avec cette idée que vous n'auriez pas d'enfant. Non seulement que j'aurais pas d'enfant, mais aussi en tant que préado, que mon corps de femme ne fonctionnait pas. Donc je pense, j'en suis sûre en fait, que je me suis vraiment créé cette carapace. Parce que j'aurais pu peut-être trouver des solutions pour perdre du poids, même si ma mère elle m'a amené diététicienne, les médecins, enfin bref, mais il faut pouvoir se libérer de cette carapace, de cette armure qu'on s'est construit en fait. C'était un trauma? Totalement. Totalement. Je faisais partie de ces enfants qui j'adorais les enfants, les petits neveux, les nièces, j'adorais les enfants. Donc pour moi j'ai toujours imaginé avoir 5 enfants dans ma vie. Donc du coup pour moi c'est venu vraiment briser quelque chose. Et là aussi le tact médical, on peut pas dire ça à un enfant parce que je n'étais qu'un enfant. Donc ça veut dire que vous grandissez avec cette idée. Tout à fait. Et qu'elle va vous poursuivre. Tout à fait. Et donc si vous grandissez, ça veut dire que vous vous formatez. Exactement. De cette manière-là. Oui. Donc toute mon adolescence, j'étais le bon garçon manqué. J'avais les cheveux très très courts, je me bagarrais. Je me battais. Ah oui, j'étais la défenseuse de mes copines. C'est ça. Donc, quand il y avait un garçon qui l'embêtait, c'était moi qui partais au combat. La leader de service. Tout à fait. C'est ça. En tout cas, ça a conditionné votre vie. Et à quel moment vous prenez conscience qu'il y a une autre alternative? Quand je tombe enceinte la première fois. Eh oui. Totalement inattendu. Je m'y attendais pas du tout, donc je fais une fausse couche. Mais du coup, je me dis, c'est possible. Et oui. C'est possible, donc il y a une lueur d'espoir.
Et après, j'ai eu la chance d'avoir mon conjoint qui m'a soutenu pendant toute cette période. Et on continue encore une fois à nourrir ce sentiment de culpabilité. Parce que de son côté, il y a rien. Il a pas de problème, lui. C'est moi, le problème. Donc, du coup, quand on est une femme, on porte tellement de choses sur nos épaules. Et on n'a pas le temps de se libérer, de se décharger de toutes ces émotions négatives. Et ce qui impacte forcément, après, tout le côté alimentaire, mais tout le côté dans notre vie, dans notre travail, dans notre quotidien de tous les jours, en fait. Avant de vous attaquer à l'alimentation, avant de chercher ce rééquilibrage et ce changement alimentaire que vous évoquez, la première chose qu'on pourrait vous dire, c'est faites une psychothérapie, madame. J'ai été, qui ne m'a servi à rien. J'allais vous demander si c'est nécessaire ou pas. C'est tout à fait nécessaire. Ah, ok. Moi, donc je pense que même si ça n'a pas marché pour vous. Même si ça n'a pas marché, parce que quoi qu'il arrive, ça donne des axes de réflexion. Moi, dans mon cas, je me suis retrouvée face à une personne, parce que ça a été ma psychothérapie. J'en ai eu une première étant jeune adulte, je devais avoir 19-20 ans, parce que du coup, je me suis retrouvée dans une relation complètement toxique avec un homme qui me battait. Ça a été très violent, donc c'était indispensable que je puisse travailler sur moi, ce qui a fait que j'ai pu me reconstruire aussi. Donc la première, ça m'a aidé, mais à partir du moment où il y a eu vraiment ce déclencheur de ma première fausse couche, là, c'était pas possible. Je me suis retrouvée face à une personne en face de moi ce sentiment de elle ne me comprend pas. Elle ne me comprend pas. Et quand on se sent pas comprise, on décroche. Que dire là, vous vous adressez aux femmes, mais que dire aux compagnons, aux maris qui vivent avec quelqu'un dans l'état d'esprit et les émotions que vous avez pu traverser? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces hommes-là, à part leur dire soyez à l'écoute, soyez patients. Le dialogue. Le dialogue. Je pense que le dialogue, c'est la base, la discussion, la communication. Parce que, en tant qu'homme, déjà dans une grossesse lambda, normale, on sait qu'il y a quand même une distance. C'est pas vous qui portez la vie, c'est la femme. Donc forcément, il y a cette distance. Mais le fait de pouvoir vraiment accompagner sa compagne, c'est-à-dire être avec elle quand on se retrouve à 5 heures du matin et on est 4 femmes à l'hôpital, qu'on attend notre tour parce qu'après on a l'école où on a formation, travail, etc. et tout. Moi je voyais des couples où mon mari il travaillait beaucoup à ce moment-là, mais je voyais des couples où ils étaient tout le temps, tous les matins, ils étaient ensemble. Et ce soutien-là, ça c'est quelque chose je pense que c'est fondamental. Ouais, c'est fondamental, totalement. Donc vraiment cette discussion, comprendre, accompagner, être patient aussi, parce que du coup, quand on a des traitements hormonaux, déjà que nos hormones sont complètement déréglées, surtout moi en tant que SOPK et tout, j'avais un déséquilibre hormonal catastrophique. Mais en plus de ça, avec les hormones, c'était et voilà, d'être patient. On sait que la fluctuation des hormones, c'est aussi quelque chose qui est difficile à gérer. Alors évidemment pour les femmes qui le vivent, bien entendu, et pour l'entourage. Parce qu'on ne sait pas manger à ce moment-là. Ouais. On ne sait pas manger à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société où on a toujours diabolisé le gras. Il faut manger light. Bio, en plus, faut voir si c'est du vrai bio ou si c'est juste estampillé. Qu'est-ce que vous me faites plaisir à ça, parce que ça aussi. Ah ouais, non, totalement. C'est encore un autre débat. Quand vous savez, comme les gens qui disent, mais c'est des parcelles de bio. Oui, mais d'accord, mais sauf que vous pouvez aller chercher aussi et analyser les sols à 2-3 mètres de profondeur ou 4-5 mètres de profondeur la qualité et avoir de la des pesticides. Bien sûr, la qualité de la terre, malheureusement, on est d'accord. Donc la question, c'est est-ce que le bio aujourd'hui est purement marketing ou est-ce que c'est vrai? On peut pas savoir. On peut pas savoir. On peut avoir le doute en tout cas. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Et du coup, je me suis perdue. Je sais plus qu'est-ce que je vous disais. Non, mais voilà. Donc vous disiez effectivement. Le gras. Le gras. Je vous parlais du gras. Ouais. En tant que femme, justement, on a des fluctuations hormonales parce que le cycle de la femme c'est sur 28 jours quand tout va bien, bien sûr. Le cycle hormonal d'un homme c'est sur 24 heures. Donc si vous voulez déjà, voilà, on n'est pas gâtés, hein. Ce qui fait que on peut avoir des moments où on a des besoins nutritifs qui sont différents, la phase lutéale, etc. Donc on a des besoins on nous apprend pas à manger à ce moment-là. Par exemple, aujourd'hui, juste pour avoir un équilibre hormonal féminin, juste un équilibre, pas plus, il faudrait manger 1 gramme de gras par kilo de poids de corps. Alors, 1 gramme de gras par kilo de poids de corps. Prenons une femme lambda. Je pèse 80 kilos. Okay. Il me faut 80 grammes de gras par jour. J'ai toujours vu des diététiciennes, des nutritionnistes. J'étais au minimum. Et forcément, ça me déséquilibrait encore plus. J'ai pu faire des 3 ans sans avoir mes règles.
Mais d'où ça sort ce chiffre-là dont vous parlez là? Tout simplement, ce sont des études. Ah Ce oui. sont des études Mais en fait qui ces prouvent. nutritionnistes sont censés avoir ces études. Oui, le problème, alors je pense souvent en France, hein, c'est que on fait des études, on a un diplôme et on s'arrête là. On va pas chercher plus loin. C'est vrai que moi, dans mon type d'alimentation, donc je suis en alimentation cétogène, Qui veut dire, ça veut dire? qui veut dire, en fait, on remplace, si vous voulez, entre guillemets, le sucre par le gras. Justement, on va avoir un apport de gras qui va être plus élevé que la moyenne, qui permet justement, moi, en tant que moi, par exemple, non seulement de stabiliser la glycémie, de perdre du poids pour les personnes qui sont en surpoids ou en obésité, mais aussi, du coup, de rééquilibrer ses hormones. Et ça, c'est indéniable. Moi, ça m'a changé la vie. Personnellement, ça m'a changé la vie. Ça fait 4 ans que je suis dedans et que je changerai pour rien. Donc ça veut dire que les 80 grammes de gras, c'est par jour? Oui. Par jour? Et ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux manger facilement entre 120 et 160 grammes de gras par jour. Vous pouvez et vous devriez? Oui. Ok. Oui, oui. Alors, pour donner un exemple, ça fait quoi, 160 grammes de gras? C'est quoi? On va dire 2 tiers d'une plaquette de beurre. Oui. Waouh! Ah oui. Oui. D'accord. Et c'est nécessaire dans votre métabolisme pour le coup? Oui, pour moi, oui. Ok. Pour moi, oui. Donc vous calculez chaque personne que vous accompagnez. Le premier calcul, c'est ça? Je leur explique, oui. Okay. Je leur explique comment du coup, sans être dans peser tous les jours, mais en nombre de cuillères à soupe, par exemple, des choses comme ça et tout, pour effectivement, parce que ça aide vraiment au reboot hormonal. Et c'est indispensable. J'accompagne des femmes ménopausées, par exemple, ou du coup... ou préménopause aussi. Préménopause, c'est compliqué. Exactement. Et j'accompagne beaucoup de femmes justement qui essaient d'avoir des bébés. Sur 3 ans, sur 20 femmes qui essayaient d'avoir un enfant qui était en PMA et qui, pour certaines, ont arrêté ou ont continué la PMA, il y a eu 19 bébés qui sont nés. Oh. Mais, enfin, je veux dire, c'est assez incroyable que de se dire que tout passe par une histoire d'alimentation. Bien sûr. On est ce qu'on mange. Notre santé est faite parce qu'on ingère. Et le problème, c'est que tout est à base de sucre. Tout est à base de sucre. Je vais vous donner un exemple, mais vraiment un exemple. Tout à l'heure, j'ai un avion à prendre tout à l'heure pour rentrer chez moi. Et tout à l'heure, je vais pour m'acheter un truc parce que je me dis, après, je vais avoir faim, je vais être à l'aéroport et je sais que ça va être sandwich, peut-être une petite salade ou autre. Et j'ai dû acheter du jambon et du fromage. Voilà. Parce que sinon, il y a pas d'option aujourd'hui accessible à tout le monde si c'est pas un aliment brut. Et ça, c'est dommage, alors qu'il faudrait donner cette option-là. On parle beaucoup de personnes intolérantes au gluten, par exemple. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des personnes comme moi qui sont intolérantes aux glucides. Moi, si je mange du sucre, plus que d'habitude, ce que je mange toujours, j'ai une petite 20-25 grammes par jour, donc vraiment, c'est ce qu'il y a dans mes légumes, dans quelques fruits faibles en glucides, etc., dans les produits laitiers, etc., mais si par exemple demain et ça peut m'arriver parce que moi je fais partie de ceux qui, pour moi, la frustration ne doit pas intervenir, surtout quand on veut soigner ses émotions et ses troubles du comportement alimentaire. Donc je peux arriver à un jour où effectivement je suis fatiguée, j'ai envie de me vider la tête, j'ai envie de couper, et qui dit couper, c'est couper au quotidien. Mon quotidien, c'est mon alimentation aussi, donc j'ai envie de manger une pizza. Je vais manger cette pizza en pleine conscience, même si je sais que dans l'idéal, c'est pas le mieux pour moi, mais je vais la manger et ça va me faire du bien moralement, ça va me reposer quelque part, mais je sais que mon corps va réagir. Je vais être fatiguée, je vais avoir mal au ventre, des fois de l'acné qui revient. Donc mon corps est intolérant en glucides. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes comme ça. Quand on regarde l'alimentation vraiment ancestrale, il n'y a pas de céréales, par exemple. C'était de la viande, des baies, du poisson. C'était des aliments bruts, de la protéine et du gras. Quand vous dites, alors, s'il n'y a pas de glucides, qu'est-ce qu'on met alors? Vous remplacez par quoi? Le gras. Aujourd'hui, le corps sait fonctionner de 2 manières, 2 types d'énergie. Le sucre, lambda, voilà, et un état qu'on appelle la cétose, d'où l'appellation alimentation cétogène. La cétose, en fait, c'est tout simplement ce switch. Le corps arrive à dégrader, du coup, le gras pour le transformer en corps cétonique. Et c'est de l'énergie en illimité. Parce que du coup, on a tous des réserves de gras. Même une personne qui fait une taille 34, elle va avoir des réserves de gras, des stocks de gras. Et en fait, ça change la vie. Donc du coup, on a de la facilité à jeûner, par exemple. On mange quand on a faim. On dort mieux. Le sommeil est hyper important là aussi. Et la stabilité émotionnelle, comme je vous dis, parce qu'il y a une stabilité hormonale.
Donc la stabilité hormonale, avec votre méthode et votre approche, permet se crée justement parce que vous rééquilibrez avec ce dosage entre le gras et le... Mais vous... D'accord. C'est extraordinaire. Moi, aujourd'hui, j'accompagne du coup justement dans les troubles du comportement alimentaire, dans le SOPK, parce que c'est mon cas, donc forcément mon expérience personnelle, et parce que justement, je trouve que c'est pas... Dans toute ma vie, dans tous les professionnels que j'ai pu rencontrer, j'en ai pas eu un qui s'est arrêté en fait au bagage de qu'est-ce que j'ai subi. C'est ça. Parce que j'ai le souvenir, par exemple, d'une gynéco en PMA qui me regarde et qui me dit « Mais comment voulez-vous que ça marche ? Vous êtes encore en obésité. » À savoir que on m'avait demandé de perdre 10 kilos pour rentrer en PMA et j'en avais perdu 17. En restriction pure, sport 2 fois par jour, tenue de sudation, enfin, c'était... La totale. Alors que là, je mange à ma faim. Je n'ai pas faim et c'est ce qui ressort et on perd du poids. J'ai perdu 30 kilos en 9 mois. Que je n'avais pas repris. Que vous n'avez pas repris, parce que c'est ça l'essentiel. Que je n'ai pas repris. La perte de poids peut se faire évidemment très rapidement, mais évidemment c'est l'après. C'est ça, que je n'ai pas repris. Je me fais plaisir, franchement. Après, on a de la chance, on peut manger du fromage, la raclette par exemple, et les gens ne pensent pas... Justement, moi je fais partie de ceux qui ne culpabilisent pas pour manger une raclette, mais par exemple, je la mange différemment. Fromage, charcuterie, il n'y a pas de souci. Au lieu de manger des pommes de terre, je me fais des brocolis ou je me fais des champignons ou des courgettes grillées. Je fais autre chose, en fait, tout simplement. Ouais, donc il faut réadapter tout ça. Exactement. Pour ça. Et trouver son équilibre. Et trouver son équilibre. Donc avant de réadapter, il y a, j'imagine, une première phase, parce que il faut connaître l'histoire de la personne. Donc vous devez considérablement parler avec ces gens. Moi, j'ai vraiment un bilan... que vous accompagnez. Oui, tout à fait. J'ai vraiment un bilan qui dure 1 heure, 1 heure et demie, où je leur pose énormément de questions depuis qu'elles sont petites. On sait aujourd'hui que les troubles du comportement alimentaire, chaque trouble différent peut être lié par quelque chose. Et par exemple, je le vois souvent dans mes cas, les femmes qui sont hyperphages quand elles sont adultes, c'est-à-dire qu'elles mangent énormément et ça n'arrive pas à s'arrêter, en règle générale, il y a toujours dans la petite enfance soit des violences, voilà. Un trauma. Un trauma lourd. Bien sûr. Donc ça, effectivement, il y a cette approche psychologique. Est-ce que parfois, il y a des degrés dans cette approche psychologique où vous vous dites que c'est pas la peine d'entamer une procédure d'accompagnement dans la nutrition parce qu'il faut déjà régler la problématique psychologique? Tout à fait. Je suis en capacité de dire « je ne peux pas t'aider ». Et ça, je pense qu'en tant que professionnel, c'est important. C'est hyper violent. C'est important de dire « là, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de t'aider ». Même si j'entends que, mais je ne peux pas t'aider parce qu'il y a d'autres choses. Donc, je vais rediriger vers... En règle générale, moi aujourd'hui, mon accompagnement est vraiment pluridisciplinaire. C'est-à-dire que j'ai différents coachs avec moi qui sont de mon équipe. Il y a un hypnothérapeute, il y a un coach en libération émotionnelle. Donc du coup, on va être vraiment sur ce... Il va y avoir la théorie alimentaire, mais je pense que la première des choses, quand on veut perdre du poids et changer et prendre soin de sa santé sur le long terme, c'est vraiment se rendre compte que l'alimentation ne doit pas être au centre. C'est pas au centre, c'est soi-même qui doit, c'est la personne elle-même qui doit être au centre. Donc du coup, son bien-être, aller justement le sport, parce que l'activité physique aussi, on sait, on travaille depuis qu'il y a eu le Covid avec le télétravail, etc. On est très sédentaire, donc voilà, pouvoir bouger et pouvoir libérer la parole, décharger ses émotions qui sont là, ce bagage qui est là depuis des années. Certaines personnes, moi je sais que j'ai accompagné plus de 650 personnes, femmes, sur les 3 dernières années. J'en ai rencontré 2 ou 3, où le mari ne savait même pas qu'elle était boulimique. Elle mangeait, j'ai surtout le souvenir d'une femme vraiment qui m'a vraiment frappée, excusez-moi, qui mangeait dans sa voiture avant de rentrer. Pour cacher. Pour cacher. Donc du coup, voilà, elle sortait de son travail, elle passait un fast-food ou peu importe, elle mangeait, elle allait vomir, elle jetait tout ce qu'elle avait à jeter, et elle rentrait, elle faisait à manger, elle remangeait avec sa famille, etc. 20 ans de mariage, le mari ne sait pas qu'elle est boulimique. Physiquement, il devait voir quand même qu'il y avait un problème. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. C'est comme une addiction. Des fois, c'est bien longtemps après que le partenaire se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Parce que malheureusement, on a un fonctionnement qui ressemble vraiment à un toxico, en fait, quelque part. Ouais, c'est ça, c'est Donc, une du coup, addiction voilà, pure. tout à fait. L'addiction au sucre, Ouais. ça veut bien dire ce que C'est ça veut une dire. drogue. Ouais, c'est C'est une une vraie drogue et qui est parfois, d'après certaines études, Mhm. qui est plus violente que des drogues dures Tout à fait. que l'on connaît. Il y a eu une étude qui a été faite sur des rats où, effectivement, les rats sont plus accros au sucre qu'à la cocaïne. Vous avez parlé tout à l'heure du jeûne. Oui. Que vous pratiquez pour Tout le à coup. fait. Ouais. Mais que vous pratiquez en fonction de ce que votre corps vous dit et Exactement. vous demande. Exactement. C'est-à-dire que depuis toute petite, j'ai jamais eu très faim le matin. Mais comme le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, je mangeais, du coup, forcée de manger tous les matins. Et un jour, en fait, et ça, je lui enlèverai pas. C'est la dernière diététicienne que j'ai vue qui m'a dit, bah, si t'as pas faim, ne mange pas. La première réflexion. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, il y a des petites graines qui se sèment. Ouais. Et après, c'est le cheminement. Et à partir de là, je l'ai vraiment vécu comme une libération. Et aujourd'hui, je me fais totalement confiance. C'est-à-dire que, on va dire, 90% du temps, je ne petit déjeune pas parce que je n'ai pas faim. Mais le jour où j'ai faim, hier matin, par exemple, j'avais faim, bah, j'ai mangé un petit déj, voilà, protéiné, gras, j'ai fait une omelette avec du poulet, des courgettes, enfin, j'ai bien mangé. Et la problématique aujourd'hui du jeûne, c'est que, je le vois beaucoup, hein, sur les réseaux, le jeûne pour perdre du poids. Et le problème, c'est que du coup, on va rentrer encore une fois sur la restriction. Mais ça, c'est très compliqué parce que là aussi, qu'est-ce qu'on entend? Oui, je sais. Tout est son contraire. Je sais. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire que je suis contre la restriction calorique. C'est-à-dire que j'estime qu'en changeant d'alimentation et en allant apporter les bons nutriments pour le corps, on peut se libérer de ce poids sans se restreindre, en fait. À partir du moment où on s'écoute, on sait manger. Quand je sais reconnaître ma faim, quand je sais que là, c'est pas de la faim, mais c'est plutôt de l'ennui. Vous savez, comme quand on nous a inculqué, par exemple, au cinéma, il faut toujours grignoter quelque chose. Est-ce que c'est nécessaire? C'est pas nécessaire. C'est un plaisir. C'est un plaisir ou pas? Parce que des fois, est-ce qu'on se rappelle qu'on a terminé le paquet de chips ou le paquet de popcorn? On est en train de faire on n'est même pas concentré sur ce qu'on fait. C'est vrai. Et ça agace tout le monde dans la salle, en plus de ça. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, en fait, il faut vraiment être en connexion avec soi. Je pense que c'est vraiment la clé. Mais alors, quand vous dites être en connexion avec soi, ça veut dire écouter son corps. Écouter son corps, il y a la fringale du sucre de la fin de repas. Vous avez dîné. C'est une envie. Vous avez dîné. Et puis, fin du dîner, 21h, parfait. Et puis, sur les coups de 21h30, le petit carré de chocolat, la petite douceur du soir. Alors, petit carré de chocolat, c'est pas moi qui vous l'interdirai. J'adore le chocolat noir et toutes mes coachées mangent du chocolat noir. Ça, y a pas de souci. Qui d'ailleurs est riche en antioxydants et antidépresseurs. Donc, pour la femme, génial. Ça, y a pas de souci. Tout dépend de comment on mange ce carré de chocolat. Est-ce que c'est un carré de chocolat ou est-ce que ça finit en tablette de chocolat? Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on sait qu'on est rassasié, mais il y a quelque chose derrière? La touche. La petite touche sucrée. Bah, peut-être que c'était pas suffisant le repas. Du soir. Est-ce que c'est réellement une touche sucrée dont on a besoin ou est-ce qu'on n'a pas suffisamment nourri notre corps? Ah non, c'est pas de la faim. Voilà. On pourrait parfaitement s'en passer. Ok. Mais le petit plaisir gustatif de cet apport de sucre, de douceur pour le coup. C'est parce qu'on est habitué. On est habitué à terminer le repas par un dessert. Eh ouais. Tout simplement, c'est une question d'habitude. Ouais. Ça aussi, ça se travaille. Et d'autres nous ont dit aussi, commencer toujours chaque repas par du verre. Je suis pas forcément d'accord là-dessus. Oh, bon, après, moi, je ne rentre pas dans les moules. Hein. Moi, je suis très... Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien. Mais voilà. C'est pour ça qu'on s'y perd parfois. C'est ça. Et c'est pour ça que je tiens à dire que c'est important de trouver ce qui nous correspond. Parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, ma méthode aide énormément de personnes. Mais peut-être que mon discours ne correspond pas. Et à partir du moment où on n'a pas, où ça ne matche pas avec le professionnel, c'est pas la peine. Et c'est OK. Il y a de la place pour tout le monde et il faut aller chercher vraiment faut être sa priorité. Donc si je m'écoute, je sais que je vais aller dans cette direction. Faut pas avoir honte de dire non. Mais en fait, l'idée, c'est d'arriver. D'abord, il n'y a pas de formule magique. Non. Il n'y a pas de méthode miracle. Non. En revanche, il y a des dizaines d'approches. Exactement. Il faut trouver celle
la Celle bonne qui pour nous soi. correspond. Exactement. Et on peut avoir des sœurs jumelles. Chacune peut avoir la méthode qui lui correspond parce que elle est mieux comme ça. Et c'est OK. C'est important de pouvoir se l'accorder. On a tendance à se dire non, mais je vais faire ça parce que j'ai vu que ça marche chez tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes effectivement qui voient des résultats incroyables parce qu'il y a des stars américaines qui utilisent, on appelle ça keto diet en anglais, donc du coup le keto en français, le keto pour perdre du poids. Ah oui, mais je vais faire et en fait ça bloque, ça marche pas. Mais parce que soit c'est mal appliqué, soit tout simplement son corps n'accepte pas ce changement-là. Il y a d'autres choses. Il peut y avoir un syndrome métabolique qui fait que il faut déjà le temps que ça se répare avant d'enclencher une perte de poids ou autre. Et en fait, j'ai des personnes qui s'entêtent et je leur dis, c'est pas fait pour toi. Donc, on va aller trouver quelque chose qui va être plus adapté. Moi, j'ai des personnes, par exemple, qui se sentent plus à l'aise pour éviter justement les sorties de route régulières, de manger plus de glucides d'être sur une alimentation qui va être réduite en glucides sans être dans une alimentation cétogène qui du coup est un peu entre guillemets plus stricte au niveau de gestion du sucre. Mais en tout cas, la base, c'est les émotions. Tout à fait. Donc, il faut être accompagné pour gérer justement ces émotions. Tout à fait. Et vous accompagnez même sur la gestion des émotions? Oui, sur les troubles du comportement alimentaire parce que c'est lié. C'est totalement lié. En règle générale, vraiment, Mais vous n'êtes pas psy pour le coup. Non, je suis pas psy, mais j'ai une psy avec qui je discutais dans un cadre professionnel, j'ai fait une interview et elle me disait de toute façon, tu as une relation thérapeutique avec tes clients. C'est comme ça. Il y a une écoute active qui fait qu'il y a un dialogue et surtout par mon expérience, au-delà de mes diplômes, mes certifications, etc. et tout, mais par mon expérience, je suis passé par là. Bien sûr. Donc, ce côté de... mieux placé pour savoir, Le côté, je suis écoutée et je me sens comprise, ça change tout. Ça change tout. Pourtant, vous vous dites coach et pas thérapeute. Parce que je ne suis pas thérapeute. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, j'ai pas un diplôme qui me rend thérapeute. Mais en soi, j'ai certaines clientes qui me disent, il faudrait que tes coachings soient remboursés par la Sécu. C'est vraiment ça. La première injonction qui vient aussi, c'est j'ai pas le temps. Oui. Quand vous parlez de l'activité physique, c'est d'accord, mais bon, qu'est-ce que vous répondez à ça? On a toujours le temps. On n'a pas le temps parce que on va regarder un film sur Netflix. Et pourtant, on pourrait potentiellement avoir un tapis et marcher pendant qu'on regarde un film. On peut ou écouter de la musique, aller faire une balade avec son chien. Enfin, il y a tellement de possibilités. Moi, ce que j'ai mis en place, du coup, des fois, c'est aussi... Je pense que j'ai pas le temps. Pour une personne en surpoids, des fois, c'est pour se cacher. Parce que aller en salle de sport, on sait que c'est compliqué. Bien sûr. C'est au-delà de la blessure, parce que ça peut arriver malheureusement quand on surcharge pondérale, la blessure peut vite arriver, mais aussi le regard des autres. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. On l'a vécu. Mais bien sûr, quand vous arrivez dans une salle de sport et que vous voyez tous ces gens qui se regardent dans les glaces H24 pour pousser de la fonte. C'est ça. C'est très très culpabilisant. Exactement. Et du coup, moi, hommes et femmes, hein. Tout à fait. Ah non, totalement. Surtout depuis qu'il y a dans le monde de l'influence. Bien sûr. Voilà, les croque-tops, les elles ci, vont les toutes ça. Au sport, elles vont toutes à la salle. Elles sont parfaites. Mais bien sûr. Elles ont des ongles jusque là, mais elles vont pousser de la fonte. Oui, exactement. Bien sûr. Et là aussi, j'ai reperdu le fil. Désolé. Non, mais c'est pour ça que c'est l'injonction qui consiste à dire ah mais non, moi j'ai pas le temps. Exactement. Et, voilà. Et pour le sport, du coup, moi, ce que j'ai mis en place, c'est que du coup, elles ont des cours de 20 minutes à faire à la maison. Donc, j'ai une coach sportive qui fait du coup des cours avec et sans impact. On va travailler aussi, là aussi, vraiment pour les personnes qui ne peuvent pas, parce que j'accompagne des personnes des fois en parallèle de leur suivi médical pour des grosses pathologies, de la fibromyalgie, des arthroses, cancer parfois. Donc, j'ai vraiment... il y a des protocoles qui sont différents et tout en parallèle avec l'équipe médicale. Mais du coup, il y a des personnes où elles ne peuvent pas physiquement faire du sport, même sans impact. Et il va y avoir de la méditation, du yoga, du pilates, du coup, du renforcement musculaire en profondeur, mais vraiment en douceur, des exercices de respiration, petit à petit. Et on peut pas tout faire en même temps. Donc moi, je suis vraiment sur une approche où
où il y a toute une feuille de route pour aller d'un point A à un point Z, petit à petit, parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Et c'est justement la deuxième injonction qui revient le plus souvent, ça va être long. Est-ce qu'on a pris 30 kilos en un mois? C'est ça que j'ai envie de leur dire et c'est ça que je leur dis souvent. On n'a pas pris 30 kilos en un mois, on les perdra pas en un mois. Mais aujourd'hui, ce qui peut se passer, c'est que peut-être ça sera plus long qu'un régime. Mais derrière, on a toute une vie de santé, de bien-être derrière. Et je pense que c'est plus important. C'est vraiment voir plus loin de la robe que j'ai envie de mettre au mariage de ma meilleure amie. C'est vraiment ça, c'est pouvoir se dire, je suis en train de préparer. Et souvent, dans les personnes que j'attire, entre guillemets, on va dire, ce sont des mamans. C'est aussi donner une nouvelle éducation à nos enfants. Et l'éducation alimentaire, le fameux termine ton assiette, alors que l'enfant dit j'ai pas faim, termine ton assiette et tu auras un dessert. Et là on revient sur l'envie de sucre à la fin. Qui n'a pas dit ça une fois? Et oui, et en fait non. C'est pouvoir aussi réapprendre. On parle souvent de consentement dernièrement avec tout ce qui se passe dans l'actualité, mais ça aussi, on prend pas en considération le fait de savoir dire non pour juste pour de la bouffe. Et j'ai fait un coaching hier soir avec mon groupe et c'est la question que je leur ai posée. J'ai dit mais qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça provoque en vous à l'intérieur le fait de dire non? Et j'ai des personnes qui me répondent ils vont plus m'aimer. C'est une question d'amour, un sentiment d'abandon. C'est bien plus profond qu'une simple assiette. Ça va bien plus loin. Donc c'est vraiment question émotionnelle. Ouais, c'est encore une fois l'émotionnel. Et il y a aussi cette réflexion qui consiste à dire que vous êtes face à un enfant qui vous dit j'ai plus faim, mais qui demande un dessert derrière. Ça, c'est le cas de mes enfants. Moi aussi. Ils savent. Sauf que moi, mes enfants, maintenant, ils savent. Hein, oui, on va pas lui, voilà. Maman, on va pas lui faire. Rabâche ça à longueur de journée. Moi, donc, si je peux donner une astuce aux parents, la première chose, c'est vraiment déjà les sensibiliser et les responsabiliser. Moi, mes enfants, ils se servent tout seuls. Donc, ça va être une louche, un morceau de viande, etc. Et tout. Et après, sachant que mes enfants ne sont pas en alimentation cétogène, je tiens à le dire, ils ont une alimentation qui est réduite en glucides parce que je fais attention à leur apport en sucre, ça c'est tout à fait normal. Mais ils feront leur choix quand ils seront en capacité de faire leur choix. Ils sont petits. J'ai 3 enfants de moins de 7 ans, donc ils sont petits. Mais par contre, il y a cette réflexion. Ok, tu veux te resservir, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu vas terminer ton assiette? Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Est-ce que c'est de la gourmandise ou t'as encore faim? Et du coup, quand je veux pas terminer mon assiette, ok, tu veux pas terminer parce que tu n'as plus faim ou parce que tu veux un dessert derrière? Et c'est leur donner cette réflexion-là que ça les pousse à réfléchir. Et moi, je sais que du coup, mes enfants, s'ils ont envie d'avoir un yaourt derrière ou un fruit ou peu importe, ça va être, je mange plus parce que je veux laisser la place au dessert. Et là, ça change tout. Et là, ça change tout. On leur donne aussi le choix. Et ça s'accepte. Oui. Il a le droit de pas finir. Il a le droit de pas finir. Parce qu'il veut laisser une place pour le dessert. Il a le droit de me dire, voilà, je ne me resserre plus. J'ai encore faim, je me resserre plus, mais parce que je veux mon dessert. Je veux mon dessert. Et oui. Ils sont bien dans la famille, ils sont bien éduqués, ils sont bien mis en place. La troisième injonction qu'on pourrait entendre et que vous avez sans doute dû, je n'ai pas les moyens. Oui. Avec l'inflation, je peux l'entendre tout à fait. Mais au final, je peux vous dire que depuis que j'ai fait le choix de changer d'alimentation, et du coup, forcément, j'achète vraiment des produits bruts que je cuisine. Quand on fait la balance avec tous les produits industriels que j'achetais avant, ça s'équilibre. Moi, ça change pas énormément en termes de dépenses. En termes de dépenses. Mais ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur la première injonction qui était le temps. Oui. Vous n'avez pas le temps pour le sport. C'est un choix après. Et vous n'avez pas le temps effectivement pour cuisiner. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire 1 heure de cuisine le soir parce qu'on a des aliments bruts. Et ben là, c'est une question d'organisation là. Et là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il faut tout remettre en question oui, pour le coup. Oui, l'organisation. Non, je fais des ateliers justement sur tout ce qui est avec ma coach assistante de batch cooking, organisation en cuisine. Donc pouvoir préparer ces repas, soit des meal prep et du coup par exemple 2 heures le dimanche et je prépare mes repas de la semaine ou des préparations qu'après j'ai assemblées juste à réchauffer. Parce que la première cause en fait au final de quand je lâche et que j'arrive pas à suivre mon changement alimentaire ou un rééquilibrage ou comme vous voulez l'appeler,
c'est parce que justement, je rentre, je suis fatiguée, C'est ça. j'ai passé une journée pourrie, il pleut, Ouais. Et les devoirs, et le bain, et le... et je vous cours et voyez, je voilà, cours. Ben, je prends ce qu'il y a dans le frigo ou je me fais livrer ou autre. Mm. Et ben, même en se faisant livrer, on peut choisir. Moi, je peux vous dire que je peux me faire livrer, si je veux me faire livrer toute la semaine, je vais pas sortir de mon alimentation parce que je trouve plaisir dans ce que je mange. Et donc, du coup, je sais toujours dans n'importe quel resto, souvent au début, c'est la peur que j'avais. C'était, pas manger de sucre. C'est quelque chose, hein. Donc, dans notre environnement, enfin, c'est pas facile. Et au début, du coup, c'est vrai que c'était quelque chose qui me faisait peur. Donc, du coup, j'essayais toujours d'aiguiller le restaurant ou quelque chose. Ah oui. Et aujourd'hui, en fait, quand mes copines, elles me disent, oui, viens, on va sortir, ou, Riyad, mais où veux-tu manger? Parce que comme ça, au moins, tu peux manger toi aussi. Et là, je dis, où vous voulez. Je sais m'adapter. Et aujourd'hui, je sais m'adapter là où je vais. Ouais. Donc, c'est parce que c'est rentré dans mon... Vous avez les automatismes. Ouais, Vous avez les bons c'est réflexes, rentré ouais. dans mes mœurs, dans mon quotidien. Oui, parce que socialement, ça peut aussi être destructeur. Si on se frustre et si on s'impose quelque chose, oui. Mais par exemple, exemple concret, il y a eu le mariage de ma meilleure amie où je suis partie, donc c'était il y a 1 an et demi. Je suis partie et ça a été 2 jours avant le mariage qu'elle me dit, Riyad, j'ai complètement oublié que tu ne manges pas de sucre, que tu es en keto, comment je vais faire? Et je lui dis, te prends pas la tête. Mais oui, mais le traitement, je dis, te prends pas la tête. J'ai mangé exactement comme tout le monde. Je l'ai mangé en pleine conscience. C'était un événement particulier qui me faisait plaisir et ça me faisait aussi plaisir de faire plaisir. Vous avez mangé la pièce montée? J'ai mangé des choux au caramel, au beurre salé. Franchement, c'était une tuerie. J'ai eu mal au ventre après, mais je les ai mangés. Je l'ai regretté, mais... Tout à fait. J'ai quand même marqué le coup de ma copine. Et j'ai vécu le moment présent. Ouais. Ce moment de bonheur, être là. On fait avec ce qu'on a et on fait ce qu'on peut à l'instant T. Ok, et on rééquilibre après? Enfin, et on reprend comme si de rien n'était. Pas de punition, D'accord. pas de rattrapage, parce que j'en vois des détox, justement jeunes, etc. et tout pour rattraper. Non, je reprends le cours de ma vie. Si demain je suis sur l'autoroute et que je me trompe de route, je reviens. Je vais pas retourner jusqu'en arrière pour refaire ouais, bien tout sûr, simplement. bien sûr. Tout simplement. Mais à partir du moment où on fait les choses en conscience et que du coup on apprend à gérer ses émotions et que du coup on ne subit pas cet événement, ça va tout seul. Je visualise bien effectivement la chose et c'est assez déculpabilisant. Ça veut dire qu'on peut faire un pas de côté et c'est pas grave. C'est marrant parce que on m'appelle la coach déculpabilisante. Non, mais je pense que c'est super important ça. Oui. Ce sont des petits détails comme ça de réglage qui font qu'on a une autre vision. Alors vous parlez essentiellement des femmes, mais en fait c'est valable pour les hommes ça aussi. Oui, tout à fait. Je parle essentiellement des femmes parce que en 3 ans j'ai eu c'est la majorité des personnes que vous avez 6 hommes qui étaient les maris, hein. Donc du coup forcément voilà. Mais oui, totalement, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et il faut trouver vraiment son équilibre à soi. Parce que quand on parle de TCA, c'est assez rarement des hommes. Pas forcément. Alors, il y en a moins. Mais on n'en parle pas. Non, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein. Il y a trop de tabous encore sur même l'obésité chez l'homme. Hein. On n'en parle pas énormément. Et ça va être forcément, c'est de sa faute, alors que ça peut être potentiellement un problème de thyroïde, parce que homme-femme, et encore on revient sur les hormones. Ça peut être tellement de choses, tellement de raisons, mais il faut aller chercher. Il faut aller chercher à comprendre et creuser. Et des fois, malheureusement, on a un corps médical qui ne creuse pas jusqu'à là. Moi, j'ai dû me battre pour avoir vraiment une batterie de tests complets pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Mais du coup, par contre, la possibilité de me mettre sous médicaments, ça, c'est possible. Ça, c'est un autre débat encore. Exactement. Donc, moi, je suis plus, on va dire, prévention plutôt que guérison. Ouais. En tout cas, même si il y a des effets de guérison pour le coup. Tout à fait. À partir du moment où vous changez la vie des gens et qu'il y a une transformation physique et psychologique, c'est une guérison quelque part. Totalement. Alors, guérison veut dire qu'on ne revient pas en arrière. Il n'y a pas de risque de ça? Non. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reprise de poids parce qu'il y a des émotions, des nouvelles émotions qui viennent de se créer. On apprend à les gérer. On peut apprendre à les gérer. On apprend à les gérer. Okay. Et même, moi, j'ai tendance à dire à mes coachés que je suis obèse. Je leur dis, je suis obèse parce que j'estime que l'obésité est dans les gènes. Jusqu'à mes 32 ans, j'étais en obésité.
Et je sais que je ne suis pas à l'abri demain de retomber parce que je peux avoir une catastrophe qui se passe dans ma vie et perdre pied. C'est OK. C'est humain. Mais aujourd'hui, je sais comment faire. Et plus les années passent, plus les mois passent et les années passent, plus je suis surprise moi-même de voir que j'ai vécu un événement assez traumatisant la semaine dernière. Et ça aurait été, je pense, encore il y a 1 an, peut-être que j'aurais fait au moins une crise d'hyperphagie. Et là, pas du tout. On apprend, mais il faut du temps. C'est un travail vraiment en profondeur et sur la durée. Il y a une phrase très importante que vous venez de dire, où on m'a, de tous les invités que j'ai eus ici, bourré le crâne en me disant c'est l'inverse. Quand vous dites je suis obèse, et on me dit en permanence, je dis, non, tu étais. Non. Ou j'étais Non. obèse. C'est comme quand je dis je suis stérile. Mais tu as 3 enfants, je suis stérile. Je l'ai été toute ma vie. Et les gens vont vous dire, certains vont vous dire, mais oui, mais tu conditionnes ton subconscient ou ton esprit à dire que tu es comme ça, et donc tu ne sors pas de ces schémas répétitifs. Et en fait, non, c'est tout simplement qu'on est conscient on garde en tête la chance qu'on a d'avoir pu s'en sortir. Et savoir que oui, on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose qui fait qu'on peut retomber. Et maintenant, voilà. Donc commençons par être honnête Exactement. à soi-même. Savoir qui on est et d'où on vient. Votre plus belle victoire, c'est celle-là? C'est le fait d'avoir perdu ce poids et de maîtriser aujourd'hui Je pense que ma plus belle victoire, c'est surtout de... Vos enfants, j'imagine. Mes enfants. Bah oui, évidemment. Mes enfants, non, surtout de pouvoir leur donner cette éducation alimentaire que je n'ai pas eue. Parce que famille maghrébine, j'ai grandi en Italie, donc la pasta tous les jours, matin, midi, soir. Donc c'est pouvoir... Bon, bah oui, ça, y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je sais que ça me fait mal. Je sais que mon corps n'accepte pas. Mais le jour où on a vraiment un rituel avec mes enfants, c'est 1 fois par mois. C'est la journée où c'est eux qui choisissent. Et donc, du coup, s'ils me disent, maman, on va manger un fast-food, ou on va manger une pizza ou peu importe, je les suis. Après, j'ai des automatismes qui font, par exemple, je vais manger un burger, réflexe, j'enlève le pain. Je sais, c'est vraiment donc réflexe. C'est plus un burger. Je mange mon steak avec mon... Mais c'est vraiment réflexe. Mais je vais aller avec eux, je vais manger des petites frites, enfin voilà, sans problème. Et si vous mangez une pizza, il y a quoi sur votre pizza alors pour le coup? Alors du coup, j'essaie de prendre la pizza la plus grasse possible parce que du coup, ça va venir stabiliser en fait mon pic de glycémie. 4 fromages. Oui, ou double mozza, burrata, huile, olive. Je suis une passionnée de la burrata. Donc voilà. Et je la mange vraiment, et je sais m'arrêter. Avant, je pouvais dévorer une pizza. Aujourd'hui, je peux me dire, une pizza, je la prends et je la partage avec ma fille parce que je sais que je ne vais pas aller au bout. Par gourmandise. Là, je sais ne plus manger par gourmandise, mais parce que je m'écoute. Et après, je remange quand je ressens le besoin de manger. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que psychologiquement, vous êtes bien dans vos baskets et que ces émotions qui vous ont tant envahi et presque autodétruites sont d'histoire ancienne? J'étais vraiment détruite. Oui. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai résolu mes problèmes. Et je pense que aussi, c'est pour ça que tout à l'heure, vous parliez de thérapeute. Je pense que mon métier a une relation thérapeutique dans les 2 sens. Bien sûr. Ça m'a beaucoup aidé de pouvoir aider ces femmes parce que c'est l'aide que moi j'aurais aimé avoir et que je n'ai jamais eu. J'étais seule au monde. J'ai dû me battre contre tous ces aléas de la vie seule et là pouvoir être, donc oui. Alors c'est pour ça que votre site internet s'appelle riri-keto.fr. Je ne savais pas ce que voulait dire keto. Et voilà. Keto diet, donc alimentation cétogène. Voilà, alimentation cétogène. Et ça, c'est un truc de superstar hollywoodienne, là, c'est ça Il y en a qui l'utilisent, mais bon, après, voilà. Ouais. Après, voilà, encore une fois, comme un peu étiquette bio, il y a étiquette keto, mais on voit la composition, ça fait un petit peu fuir. Mais voilà. Bon, est-ce que vous faites partie de ces femmes qui, lorsque vous allez dans une grande surface pour acheter quelques produits, vous êtes obsédée par les étiquettes et le contenu de ce qu'il y a sur les produits? Obsédée, non. Mais je suis attentive. Attentive parce que j'ai envie de voir qu'est-ce que je donne à manger à mes enfants. Quand j'achète, pardon, quand j'achète tout ce qui est viande, légumes, fruits, enfin là il y a pas de souci. Je sais, en règle générale, j'aime bien aller au marché, vraiment choisir mes fruits ou chez les petites fermes ou autres. Mais oui, aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme composants et comme addictifs et
et comme des choses vraiment pourries, faut pas se mentir, dans l'alimentation, je fais attention parce que moi, je ne mange pas transformé. Il y a certains aliments que les enfants vont manger, des petits gâteaux ou autres, quand j'ai pas le temps, moi, de leur préparer leur goûter. J'essaye de leur faire au maximum, mais il y a des moments où, je suis fatiguée aussi, hein. mais surtout qu'il y en a 3, hein. Ouais, et mes journées, devraient durer 72 heures. Donc, c'est sûr. Et donc, du coup, j'essaie d'aller leur chercher le mieux le mieux dans le pire, on va dire. Il y a une phrase qui est assez célèbre maintenant, qui est ce qu'on appelle un claim, un slogan de grande surface qui dit ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Vous êtes d'accord? Et moi, je rebondirais aussi sur le fait qu'on n'a pas besoin de manger moins, mais manger mieux. Et c'est vraiment ça, c'est la qualité. C'est la qualité. Il faut aller chercher la qualité. Et vous n'avez aucun doute sur les produits que vous mangez? On peut pas, il n'y a pas de 100%, il n'y a pas de certitude absolue. Mais on essaie de toujours aller au mieux. La viande chez le boucher, vraiment un petit boucher du coin, donc etc. On mange bien à Marrakech, quoi. Oui, non, ça, y a rien à dire. On va vous mettre autour de la vidéo, évidemment, tous les liens pour entrer en contact avec Rihab. Moi, je trouve que votre approche est très intéressante. Merci. Je trouve qu'elle met un grand coup de pied aussi dans la fourmilière de tout ce que l'on peut entendre à droite à gauche, des idées reçues parfois, des injonctions dont on a parlé tout à l'heure. Et j'imagine aussi que effectivement, avec 600 personnes, 600 femmes, hein, que vous avez accompagnées. Plus 650. Ouais, 650 femmes, ouais, c'est ça. Et puis, vous êtes l'exemple que cette méthode fonctionne, quoi. Qu'on peut le faire. On peut le faire. Ouais. On peut le faire, oui. Bon. Prenez soin de vous. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste s'il y a des personnes qui sont intéressées, je fais un challenge gratuit, en fait, pour permettre d'essayer, en fait, tout simplement, sur 7 jours, du 2 au 8 décembre prochain. Ok, 2-8 décembre prochain. Oui. Donc, du coup, faut pas hésiter à me rejoindre sur le site ou aussi sur mes réseaux sociaux, Riri Keto. Voilà, ok. Riri Keto. Riri pour... Riri, parce que depuis petite, on m'a toujours appelé Riri. Riri. Bon, voilà, formidable. Merci en tout cas de toutes ces informations. Merci, c'était vraiment passionnant. Vous allez commenter, vous allez partager. Je sais que ça va susciter quelques réactions avec bienveillance, comme toujours. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.